Imagine un homme. Un homme qui enregistre tout ce qui se passe dans sa vie, ses plans, ses évasions et tous les crimes qu'il commet. Mais ce qu'il archive n'a rien d'ordinaire, parce que cet homme, en pleine nuit, a atterri en parachute sur le toit d'un palais. Il s'est glissé à l'intérieur en silence, et il a pris un bijou que personne n'était censé pouvoir toucher, sans que l'alarme ne se déclenche, sans laisser de traces. Puis, alors qu'il était interrogé dans un commissariat, il est monté jusqu'au plafond. Il a attendu pendant des heures dans le faux plafond, et il s'est échappé de là. Quelque temps plus tard, il a volé une voiture de police. Une course-poursuite a commencé dans la ville, mais il a encore réussi à disparaître. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que cet homme, capable de commettre des braquages à plusieurs millions, allait parfois voler une chose banale dans un supermarché. Sans raison, sans besoin, juste par habitude. Et ce qu'il y a d'encore plus étrange, c'est ceci. Il a documenté tout cela avec sa propre caméra, comme s'il voulait qu'un jour quelqu'un le regarde. Mais pourquoi ? Est-ce seulement une histoire de crime, ou bien le jeu d'un homme obsédé par le contrôle ? Gérald Daniel Blanchard. Début des années 1970, Canada, Winnipeg. Un début classique, une famille à problèmes, des difficultés financières, une enfance difficile. Mais ce n'est pas cela qui rendait Gérald différent. Vu de l'extérieur, c'était l'enfant sans problème par excellence. Silencieux, à lunettes, studieux, le genre de garçon sur lequel personne ne se méfierait. Mais dès son plus jeune âge, une chose était claire. Cet enfant aimait tester les limites. Son premier coup était simple. Voler les bouteilles de lait laissées devant la porte des voisins, quelque chose de petit qui semblait insignifiant. Mais en réalité, c'était le début de tout. Puis ils ont déménagé aux États-Unis et le comportement de Gérald a grandi avec lui. Parce qu'il n'était ni un voyou classique, ni un délinquant incontrôlable, au contraire, il était très intelligent. Il dépensait simplement cette intelligence au mauvais endroit. Au lycée, les choses ont commencé à changer. Il s'est mis à voler dans les magasins, mais ce n'était pas un vol ordinaire, c'était méthodique. Il volait le produit, retournait dans le même magasin et disait « Je voudrais le rendre », puis récupérait l'argent. Ensuite, il a vu plus grand. Des arrangements avec des employés, de faux reçus, des remboursements de montants élevés. Et à un certain point, tout cela s'est transformé en un système rapportant des milliers de dollars. Le détail le plus absurde, c'était celui-ci. Il enregistrait tout. Caméra allumée. Il entrait dans le magasin, prenait le produit, ressortait. Tout semblait normal, mais en réalité, rien ne l'était. Personne ne remarquait ce que faisait ce garçon silencieux. À 16 ans, il avait déjà environ 100 000 $, alors qu'il n'avait même pas encore son permis. Et qu'a-t-il fait avec cet argent ? Il a acheté une maison à sa mère. Évidemment, il ne pouvait pas l'acheter à son nom, alors il a utilisé un avocat. Et encore une fois, la caméra tournait. Il visitait la maison, filmait tout, comme si c'était une histoire de réussite. Son système était très simple. Entrer dans des magasins d'électronique, sortir avec les produits, produire de faux reçus, les rapporter, prendre l'argent. Mais l'exécution était parfaite. D'après ses amis, certains jours, cela rapportait 20 à 30 000 $. Et rappelons-le encore, il avait 15 ou 16 ans. À ce stade, une chose était évidente. Ce n'était pas simplement une erreur de jeunesse, c'était une habitude. Mais aucun système ne dure éternellement. Un jour, ils ont vu trop grand. Ils ont loué un camion et ont essayé de vider presque entièrement un magasin. Et cette fois, la police est arrivée. La maison a été perquisitionnée, tout a été fouillé. Gérald a été retrouvé dans une cachette secrète derrière une armoire. Résultat, centre de détention pour mineurs. Mais cela n'a pas duré longtemps, parce que là, quelqu'un est intervenu, un professeur. Il l'a défendu. Cet enfant n'est pas mauvais, il a juste été mal orienté, a-t-il dit. Et Gérald a obtenu une libération conditionnelle. Mais qu'avait-il fait à l'intérieur ? Il avait réfléchi, fait des plans, progressé. Autrement dit, quand il est sorti, il n'avait pas changé. Il était simplement prêt pour le niveau suivant. Dès sa sortie, il a donné l'image de quelqu'un qui allait rentrer dans le rang. Il a même tourné une vidéo émouvante pour son professeur. Mais ce n'était qu'un rôle, parce que désormais, sa cible était plus grande. De l'électronique, il est passé aux vêtements, puis aux montres de luxe. Le système restait le même. Voler flèche, produire un document flèche, rendre flèche, récupérer l'argent. Des villes différentes, des magasins différents, moins de risques, plus de gains. Il ramenait sans cesse des objets à la maison. Et qu'est-ce qu'il disait à sa mère ? « Je les ai achetés à une vente de garage. » Personne ne posait de questions. Mais une autre chose avait changé. Gérald ne travaillait plus seul. Il a rassemblé des jeunes autour de lui, les a dirigés, a distribué de l'argent. Et sans vraiment s'en rendre compte,
il a créé une petite organisation criminelle. Le point le plus crucial dans toute cette histoire, c'était celui-ci. Pas de violence, pas d'armes, seulement de l'intelligence. C'est pour cela que personne ne le voyait comme dangereux. Mais en réalité, c'était lui le plus dangereux. Et ce n'était encore que le début. Parce qu'à l'étape suivante, Gérald n'allait pas seulement voler, il allait complètement ignorer les règles. Pour Gérald, le problème n'a jamais vraiment été se faire prendre. La vraie question, c'était ce qu'il ferait après s'être fait prendre. Gérald a 21 ans. Cette fois, il s'est lancé dans quelque chose de différent. Le plan était simple, incendier une voiture, toucher l'assurance, partager l'argent. Mais Gérald n'a pas calculé un détail. L'essence qu'il avait versée sur la voiture était bien trop abondante, environ 40 litres. Et ensuite, avec l'odeur d'essence encore imprégnée sur lui, il a lui-même averti la police. Pour la police, ce n'était pas une énigme très difficile. Il a été arrêté, placé en salle d'interrogatoire. La nuit, le silence. Et Gérald a refait exactement ce qu'il faisait toujours. Il a attendu, écouté, mesuré le temps. Puis, il est monté sur la table, a atteint le plafond, a soulevé la dalle du faux plafond et s'y est glissé. Mais il ne s'est pas enfui tout de suite, parce qu'il savait que s'il se précipitait, il se ferait repérer. Alors, il est resté là pendant des heures, à écouter ce qui se passait en dessous. Au bout d'un moment, un policier est entré dans la pièce. La pièce était vide. La panique a commencé. Des annonces ont été diffusées. Le suspect s'est échappé. Tout le monde a regardé dehors. Les portes ont été vérifiées. Mais il y avait une chose que personne ne savait. Gérald était encore à l'intérieur. Les heures ont passé. Le commissariat s'est vidé. Le silence est revenu. Et Gérald est redescendu. Mais il n'est pas sorti immédiatement. D'abord, il a trouvé le bureau du détective qu'il avait interrogé, a ouvert le tiroir et pris une balle. Il a dessiné un petit sourire dessus et l'a laissé sur le bureau. Il a pris une photo de famille. Puis, il est sorti par la porte et s'en est allé. Autrement dit, cet homme ne s'est pas contenté de s'évader, il a laissé un message. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, parce que sa plus grande erreur est arrivée juste après. Où est-il allé après son évasion? Chez sa mère. Dans sa logique, c'était très malin. Il s'est dit « Personne ne pensera à quelque chose d'aussi évident ». Mais la police a pensé exactement à cela. Descente à l'aube. La porte s'est ouverte. Gérald a de nouveau été arrêté. Cette fois, la situation était plus grave, parce qu'il n'était plus seulement suspect, il était un suspect en fuite. Ils l'ont emmené dans un autre centre. Des consignes spéciales ont été données. Faites attention, ce garçon s'évade. La voiture de police est entrée dans un parking souterrain. Selon la procédure, l'agent est sorti du véhicule. Il devait prévenir l'intérieur. Et c'est précisément à ce moment-là que Gérald est passé à l'action. Il a ramené ses mains menottées devant lui, s'est installé au volant, la clé était sur le contact, et il a volé la voiture de police. En sortant, il a légèrement percuté l'agent, puis a quitté le poste. Imagine la scène, 21 ans, menotté et en train de s'enfuir avec une voiture de police. À ce stade, l'affaire n'était plus drôle, elle était dangereuse. Mais il n'a pas pu aller très loin. Il a été bloqué à la sortie de la ville. Il a sauté de la voiture, essayé de courir. Mais la réalité était simple. Quelqu'un de nu, menotté, n'a aucune chance de s'enfuir. Il a été arrêté une nouvelle fois. Cette fois, le dossier était lourd. Évasion, vol de véhicule, agression contre un policier. Résultat, 7 ans de prison. Avec remise de peine pour bonne conduite, il n'a purgé que 4 ans. En 1997, il a été libéré et expulsé vers le Canada. L'entrée sur le territoire américain lui était désormais interdite. Le terrain de jeu avait donc changé. Mais le plus important, c'était ceci. Tout cela ne l'avait pas arrêté. Au contraire, cela l'avait fait progresser. Parce que pour Gérald, la prison n'était pas une fin, mais une pause. Et maintenant, il allait prendre un nouveau départ. Nouvelle ville, nouvelles identités, nouveaux jeux. Mais cette fois, la différence était la suivante. Il n'allait plus se contenter de petites escroqueries. Il allait penser plus grand, prévoir plus longtemps et surtout, essayer de commettre moins d'erreurs. Mais malgré tout, il finirait encore par en commettre une. Parce que le plus grand problème de Gérald, c'était celui-ci. Aussi intelligent soit-il, il avait trop confiance en lui. Et cette confiance allait le porter à un niveau supérieur, mais en même temps, le rapprocher peu à peu de sa chute. Gérald est revenu au Canada. Il n'avait presque rien en main, pas d'argent, pas de réseau et un passé vierge. Il n'en avait de toute façon jamais eu. Mais pour lui, rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que la plus grande force de Gérald, c'était la suivante.
Quel que soit l'endroit où il se trouvait, il savait se construire un nouveau système. En passant la frontière, les agents ont eu pitié de lui et lui ont donné 10 $. La plupart des gens auraient acheté de quoi manger avec cette somme. Et Gérald, qu'a-t-il fait? Avec 9 $, il a acheté une caméra. Et avec le reste, il a fait une photocopie du reçu de la caméra. Parce que dès le premier jour, il était revenu à ses anciennes habitudes. Faux reçus, numéro de retour, nouvelles escroqueries. Et bien sûr, la caméra était toujours allumée. Très vite, il a recommencé à gagner de l'argent. Il a loué un logement, acheté une voiture et retrouvé son ancienne vie. Mais cette fois, il était plus contrôlé. Il ne se contentait plus de voler. Il construisait un réseau, faisait des rencontres, se présentait comme quelqu'un d'autre. Et à un certain moment, il a fait monter le jeu d'un niveau. Il a rencontré une fille issue d'un milieu riche. La famille de la jeune femme était puissante, respectée, bien connectée. Gérald a refait exactement la même chose. Il a joué un rôle. Très vite, il a gagné leur confiance, s'est rapproché d'eux et a fini par se marier. Mais ce mariage n'était pas une relation, c'était une opportunité. Parce que Gérald n'a jamais dit qui il était vraiment, qu'il avait plus de 20 fausses identités, qu'il menait des fraudes à l'échelle internationale. Il n'a rien raconté. Puis, voyage en Europe, la France, l'Allemagne et l'étape la plus critique, Vienne. Mais ce voyage n'avait rien d'un hasard. Gérald avait déjà une cible en tête, le château de Schönbrunn. Parce qu'un objet devait y être exposé, l'étoile de Sissi, une barrette en forme d'étoile ornée de diamants et de perles. Mais ce n'était pas simplement un bijou, c'était un symbole. Pour l'Autriche, un trésor national. Et cela signifiait une chose, la sécurité y était au plus haut niveau. Vitres par balles, capteurs de poids, système d'alarme, agents armés. Donc, en théorie, il était impossible d'y accéder. Mais pour Gérald, impossible n'était qu'un problème qui n'avait pas encore été résolu. Il a utilisé les relations de son beau-père. Une demande spéciale a été transmise à la direction du palais. « Nous sommes en ville, mais nous ne pouvons pas venir demain. Est-il possible de voir l'exposition aujourd'hui ?» Et cela a été accepté. Gérald est entré à l'intérieur avant l'ouverture officielle. Le guide parlait, racontait l'histoire, les détails, la valeur. Mais Gérald n'écoutait pas. Il observait. Où sont les capteurs? Comment la vitrine est-elle fixée? Dans quel état sont les vis? Les verrous des fenêtres? La hauteur du plafond? Il a tout mesuré, tout gravé dans sa mémoire. Et puis ce geste classique, sortir la caméra, faire comme un touriste. Mais en réalité, il préparait son plan. Dès que le guide est passé dans une autre salle, il est passé à l'action. Il a sorti un petit tournevis de sa poche. Il n'a pas complètement retiré les vis, il les a seulement desserrées. L'alarme ne s'est pas déclenchée. Rien n'avait l'air d'avoir changé. Puis il s'est dirigé vers la fenêtre. Il a déverrouillé le mécanisme, l'a laissée légèrement entr'ouverte. Tout cela s'est passé en quelques secondes. Et ensuite, il est revenu comme si de rien n'était. La deuxième partie du plan a commencé le même jour. Il est allé dans la boutique de souvenirs. Et là, il a acheté une réplique de l'étoile. À ce moment-là, il avait donc deux choses en main. Un plan pour voler l'original et une fausse pièce pour la remplacer. À partir de là, ce n'était plus un vol. C'était une mise en scène, une construction, une illusion. Et quand la nuit est tombée, le jeu a commencé. La nuit, Vienne. Tout était silencieux. Gérald avait déjà terminé ses préparatifs. Cette fois, le plan sortait complètement de l'ordinaire. Un petit avion, un pilote spécialement engagé et la cible, juste au-dessus du château de Schönbrunn. Quand l'avion est arrivé au bon endroit, Gérald n'a pas attendu, n'a pas hésité. Il a sauté en parachute. Il a atterri sur le toit de cet immense palais aux 1441 pièces, au milieu de la nuit, sans que personne ne le remarque. Rien que cela était déjà incroyable. Mais le vrai travail commençait maintenant. Il a ouvert son sac à dos. À l'intérieur, il y avait une corde épaisse. Il a attaché la corde à l'une des structures de marbre du toit et a lentement commencé à descendre. La cible était claire, la fenêtre qu'il avait desserrée plus tôt dans la journée. À l'intérieur du palais, il y avait de la sécurité. Mais Gérald savait une chose, la sécurité ne pouvait pas surveiller chaque endroit en même temps. Il avait donc choisi le point le plus faible. Il a atteint la fenêtre et est entré. Il était désormais à l'intérieur. Les capteurs de mouvement étaient actifs. Mais Gérald savait aussi ceci. Si l'on bouge rapidement, l'alarme se déclenche, mais si l'on avance très lentement, le système ne vous perçoit pas comme un mouvement. Alors il a avancé, presque millimètre par millimètre. Il est arrivé dans la salle d'exposition. Il était devant la vitrine. Les vis qu'il avait desserrées pendant la journée étaient toujours en place. C'était le point le plus critique du plan. Il a sorti son petit outil, a complètement retiré les vis en silence.
Il a soulevé la vitre. Aucune alarme, aucun son. Et à cet instant, tout se jouait à quelques secondes. Il a sorti la fausse étoile de sa poche, a retiré la vraie et en même temps a placé la fausse à sa place. Le capteur de poids n'a pas réagi, l'alarme n'a pas sonné, rien ne semblait avoir changé. Et à cet instant, l'un des objets les mieux protégés au monde n'était plus à sa place. Gérald venait de voler l'étoile de Sissi. Mais la partie la plus étrange de l'histoire, c'était celle-ci. Personne ne s'en est aperçu. Cette nuit-là, il est sorti en silence, par le même chemin, avec la même prudence. Il est remonté à la corde, a regagné le toit, et de là, s'est éloigné en parachute. Le lendemain, l'exposition a ouvert. Les visiteurs sont arrivés, les gardiens ont pris leur poste, et tout le monde a contemplé la fausse étoile. Les jours ont passé et personne n'a rien compris, jusqu'au moment où la vérité a éclaté. Il ne s'agissait pas seulement d'un vol, un trésor national avait disparu. La police est intervenue, l'enquête a commencé. Mais il y avait un problème, personne ne savait comment cela avait été fait. Pas de porte forcée, pas de vitre brisée, pas de traces d'alarme, rien du tout. Et cette affaire n'a officiellement jamais été totalement résolue. Des années plus tard, Gérald a raconté l'histoire. Le parachute, la corde, la fenêtre. Et quelques jours après, un parachute a été retrouvé dans les jardins du palais. Cela ne montrait qu'une seule chose, quelqu'un était réellement descendu sur ce toit. Et cette personne était très probablement Gérald. Après cela, tout a changé. Gérald n'était plus simplement un voleur, c'était une légende. Si cette histoire t'a déjà retourné l'esprit jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo, parce que la suite est encore plus folle. Son nom s'est mis à circuler dans le monde souterrain. Des histoires ont commencé à se raconter sur lui. Mais pour lui, l'enjeu n'a jamais été l'argent, ça ne l'a jamais été. C'était un jeu, un défi, une question de satisfaction. Au point que, même après des coups à plusieurs millions, il pouvait encore aller voler quelque chose dans un supermarché. Parce que ce n'était pas un besoin, c'était une habitude. Et le plus dangereux, il ne s'est pas arrêté là. Pendant un temps, il a disparu. Son mariage a pris fin, il est passé à une nouvelle vie. Mais ce n'était qu'une pause. Parce que Gérald voulait désormais quelque chose de plus grand, plus complexe, plus risqué, plus parfait. Et cette fois, la cible serait une banque. Cette fois, Gérald ne s'est pas contenté d'errer au hasard. Il a chassé. Alberta, Edmonton. Une nouvelle agence bancaire encore en construction. Elle n'avait pas encore ouvert. Il n'y avait pas encore d'argent à l'intérieur. La sécurité n'était pas encore entièrement installée. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'un chantier ordinaire. Pour Gérald, c'était une opportunité. Il n'a pas attendu. Il a loué une chambre dans l'immeuble juste en face de la banque. Et à partir de ce moment, le jeu a commencé. Cette fois, il n'allait pas vite, il était patient. Les jours ont passé, puis les semaines. Le jour, il entrait à l'intérieur en se faisant passer pour un ouvrier, avec des dossiers à la main, et personne ne le remettait en question. La nuit, il s'infiltrait par les entrées arrière, en silence. Il n'y avait encore pas d'argent à l'intérieur. Mais Gérald ne travaillait pas pour l'argent, il travaillait pour le contrôle. Il est entré dans la salle des distributeurs automatiques. Il a examiné la serrure, l'a démontée, a relevé son numéro de modèle, puis il est rentré chez lui. Il a trouvé la même serrure et a commencé à travailler dessus. Encore et encore, sans relâche. Ce n'était plus un vol, c'était une répétition. Et pas seulement pour la serrure, tout a été étudié. L'angle des caméras, l'emplacement des câbles, la structure du système d'alarme. Le temps nécessaire pour aller d'un point à l'autre. Et surtout, si la police était appelée, de combien de minutes il disposerait. Tout a été calculé. Mais Gérald ne s'est pas arrêté là. Il a placé des dispositifs d'écoute dans la salle des distributeurs, a manipulé les câbles et a fait sortir les données vers l'extérieur. Et le geste le plus simple, mais aussi le plus efficace, une caméra pour bébé, placée de façon à voir les distributeurs. Désormais, depuis chez lui, il pouvait tout surveiller. Qui venait, qui repartait, ce qui se disait, quand les distributeurs seraient approvisionnés, tout était sous son contrôle. Les mois ont passé, et enfin, le moment qu'il attendait est arrivé. La veille de l'ouverture de la banque, les distributeurs ont été remplis. L'argent était enfin là. Mais la sécurité, elle, restait incomplète. Et détail le plus critique, cette nuit-là, il n'y avait personne à l'intérieur. Pour Gérald, c'était un timing parfait. La nuit est tombée, il est monté sur le toit, s'est dirigé vers l'entrée de ventilation. Il l'avait déjà desserrée auparavant, il l'a ouverte facilement et s'est glissé à l'intérieur. Il n'a pas touché au système d'alarme, parce qu'il l'avait déjà manipulé à l'avance. Il est arrivé jusqu'à la salle des distributeurs. Ces serrures ne lui étaient plus étrangères. C'était le système qu'il avait étudié pendant des mois. Il les a ouvertes en quelques minutes,
Et ensuite, il a vidé les distributeurs. Rapidement, proprement. Les machines remplies de billets se sont vidées. Plus d'1 demi-million de dollars. Et avant de partir, il a effectué le geste le plus crucial. Il a pris les enregistrements des caméras. Autrement dit, il n'a presque laissé aucune trace derrière lui. Le matin est arrivé. L'alarme s'est déclenchée. La police est venue. Mais la scène était étrange. Les portes étaient intactes. Les vitres n'étaient pas brisées. Il n'y avait aucune effraction. La première hypothèse, une erreur du système. Et la police est repartie. Pendant ce temps, Gérald avait terminé en quelques minutes ce qu'il préparait depuis des mois. Mais il a commis une petite erreur, le véhicule de fuite. Il a laissé la voiture dans le parking d'un centre commercial, et les plaques des voitures restées là toute la nuit étaient enregistrées. La police a étudié les enregistrements. La voiture a attiré l'attention, la plaque a été vérifiée, et résultat, le véhicule avait été loué au nom de Denis Blanchard. Autrement dit, l'une des fausses identités qu'il utilisait lui-même. Cette petite erreur a tout déclenché. Mais malgré cela, il n'a pas été arrêté immédiatement. Parce que Gérald avait encore une longueur d'avance. Parce que les dispositifs d'écoute qu'il avait placés dans la banque fonctionnaient toujours. Autrement dit, pendant que la police menait l'enquête, lui aussi surveillait la police. Et c'est là que les choses sont devenues encore plus étranges. Gérald s'est mis à appeler la police depuis un numéro masqué. Il se faisait passer pour l'un des membres de l'équipe du braquage. Il disait « Je me suis brouillé avec eux, je veux donner des informations ». Mais les informations qu'il donnait étaient de la manipulation. Parfois, il rejetait la faute sur des employés, parfois sur des entrepreneurs. Et le plus dangereux, il connaissait des détails que la police ignorait. C'est pour cela qu'il paraissait crédible. Résultat, l'enquête a commencé à se disperser. Une liste de 5 suspects est passée à 50 personnes. Gérald ne se contente plus de braquer des banques, il dirigeait la police. Et cela lui a donné quelque chose de dangereux, de la confiance en lui. Il s'est alors mis à circuler de ville en ville. Vancouver, Toronto, Montréal. Des méthodes différentes, des cibles différentes. La police pensait, c'est le travail d'une équipe. Mais non, une seule personne. Et cette personne commençait à se sentir de plus en plus à l'aise. À partir de ce moment-là, Gérald n'était plus simplement un voleur, c'était devenu un personnage. Chaque jour, une autre personne, une autre vie, une autre identité. De faux passeports, des permis de conduire, des cartes de crédit. Le nombre avait dépassé les 20. Mais il ne s'agissait pas seulement de documents. Il jouait un rôle. Perruque, lentilles, fausse barbe. Un jour agent immobilier, le lendemain barman, puis avocat en costume. Et le plus étonnant, personne ne s'en rendait compte. Pendant ce temps, la caméra tournait toujours. Il enregistrait tout, chaque plan, chaque instant. Sa maison n'était plus une maison, c'était un centre opérationnel. À l'intérieur, des caméras de vision nocturne, des capteurs de signaux, des appareils pour écouter les radios de police. Il avait un sac prêt à partir, cordes, crochets, uniforme, mini-caméra. Tout était planifié. Mais il ne s'agissait plus d'argent, c'était un jeu, l'adrénaline. À chaque fois qu'il s'ennuyait, il essayait quelque chose de nouveau. Il a fabriqué une fausse carte de presse, est entré dans des zones VIP. Il s'est infiltré à la finale de la NHL, a circulé sur le circuit automobile d'Indianapolis, s'est mêlé aux élites de Monte-Carlo. Autrement dit, il ne piratait plus seulement des systèmes, il piratait la vie elle-même. Il avait beaucoup d'argent, des comptes dans différents pays. Il faisait circuler l'argent à travers 13 identités différentes. Une vie de luxe. Et le point le plus dangereux, ce sentiment de contrôle absolu. Mais comme dans tout système, il y avait aussi ici un point de rupture. Une nuit, au Canada. Gérald a soudain eu besoin de liquidités. Pour lui, c'était inhabituel, parce qu'en général, il agissait toujours avec méthode. Mais cette fois, il était impatient. Il a choisi une solution rapide, un distributeur automatique. Il a pris une scie, attendu une bâche autour et s'est mis au travail. Mais il n'a pas pris une chose en compte, l'alarme cachée. Pendant la découpe, le système s'est déclenché. La police est arrivée. Au début, Gérald ne l'a pas remarqué. Quand il a entendu la sirène, il était trop tard. Mais il a quand même essayé. Une bombe fumigène. L'endroit s'est rempli de fumée. En théorie, une fuite parfaite. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Les policiers l'ont attrapé dans la fumée. Et Gérald a une nouvelle fois été arrêté. Mais c'est là qu'apparaît la partie absurde de l'histoire. Il avait découpé le distributeur, mais il n'avait pas pris l'argent. Donc, techniquement, le vol n'était pas achevé. En plus, il avait été arrêté sous une fausse identité. Et cette identité n'avait aucun casier judiciaire. Résultat, libération sous caution. Libre. Gérald était de nouveau dehors.
Et cette situation lui a envoyé le mauvais message. On ne m'attrape pas. Mais la réalité était différente, parce que cette fois, quelqu'un avait réellement commencé à se concentrer sur lui, en silence, avec patience et d'une manière bien plus dangereuse. Gérald pensait avancer de manière parfaite dans son propre monde. Mais en coulisses, quelque chose avait changé. Winnipeg, 2 détectives, Mike Molineux, Larry Levasseur. Au départ, un dossier ordinaire, des braquages de banque. Mais à mesure que le dossier s'approfondissait, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Des villes différentes, des méthodes différentes, mais la même logique. La même patience, le même souci du détail, la même obsession de ne laisser aucune trace. Cela ressemblait au travail d'une équipe. Mais ce n'en était pas une seule personne. Et cette personne, ça pouvait être Gérald. Ils avaient déjà quelques pièces du puzzle. Des dossiers passés, de fausses identités, le détail des voitures de location. Mais le plus grand problème était celui-ci. Cet homme ne vivait pas comme une seule personne. Plus l'enquête avançait, plus ce qui apparaissait ressemblait à un réseau. Des mondes différents, des maisons dans différentes villes, des comptes différents. La même personne vivait sous plus de 30 identités. À ce stade, l'autorisation du tribunal est tombée. Écoute téléphonique. L'opération a commencé. Au départ, les détectives s'attendaient à une procédure difficile. Des conversations codées, des mots de passe. Mais la réalité était tout l'inverse. Gérald était incroyablement détendu, comme s'il ne pensait pas être sur écoute ou comme s'il n'en avait rien à faire. Au téléphone, il parlait de tout très ouvertement. Il donnait des instructions, racontait ses anciens coups, préparait de nouveaux plans. Dès la 2e semaine, les détectives étaient sous le choc. Dans une conversation, il donnait des consignes pour des fraudes dans des magasins. Dans une autre, il parlait de coups majeurs. Et puis, le moment crucial, un appel téléphonique. L'étoile de Sissi. Ce braquage jamais élucidé depuis des années. Gérald en racontait les détails. Les détectives en étaient désormais certains. Cet homme n'était pas seulement un voleur, c'était un criminel d'envergure internationale. Les semaines ont passé. 18 lignes différentes ont été mises sur écoute. Des centaines d'heures d'enregistrement ont été récoltées. Et Gérald, chaque jour un peu plus, se trahissait lui-même. Mais le véritable tournant est arrivé en novembre 2006. Le téléphone a sonné. Au bout du fil, une autre personne. Un fort accent anglais. « Tu es prêt ? J'ai un travail pour toi. En combien de temps peux-tu être au Caire ?» Avec cette phrase, l'ampleur du jeu a changé. Ce n'était plus seulement des braquages de banque, connexions internationales, structures organisées. Pour les détectives, c'était une opportunité énorme, mais aussi un risque. S'ils l'arrêtaient maintenant, le reste du réseau disparaîtrait. La décision a donc été prise, continuer. La surveillance a été maintenue, les écoutes ont continué. Et Gérald, sans le savoir, a continué à tout raconter. Au téléphone, il appelait quelqu'un « patron ». Pas de nom, mais les détails étaient nets. Une connexion avec le Moyen-Orient. Le plan était simple. Retirer de l'argent aux distributeurs avec des cartes volées. Mais à grande échelle. Une seule ville, des retraits organisés, un profit maximal. La cible, le Caire. Gérald a immédiatement formé une équipe. Mais il y avait un problème de confiance. Finalement, il a trouvé 2 personnes. Angela et son voisin Balom. L'offre était simple. Peu de risques, beaucoup d'argent. Ils ont accepté. Les billets d'avion ont été achetés. Et Gérald est passé à un nouveau niveau. Cette fois, la scène, le Caire. Le Caire. Quand l'équipe est arrivée en ville, tout était prêt. Un hôtel de luxe au bord du Nil. De l'extérieur, ils avaient l'air de simples touristes. Mais à l'intérieur, une grande opération se préparait. Le lendemain, les hommes du patron sont arrivés. Ils avaient avec eux environ 1000 copies de cartes de crédit. Ces cartes étaient liées à de vrais comptes dans différents pays, appartenant à différentes personnes. Le plan était simple. Retirer la limite quotidienne de chaque carte, changer de distributeur, continuer. L'équipe a été divisée en 2. Gérald et Angela d'un côté, Balom et les hommes du patron de l'autre. Pour ne pas attirer l'attention, ils se sont déguisés, ont agi comme des locaux, et l'opération a commencé. Les journées se ressemblaient toutes. Sortir le matin, trouver un distributeur, insérer la carte, retirer jusqu'à la limite, passer au suivant. Pendant des heures, sans s'arrêter. À cette époque, le système était faible. La coordination entre les distributeurs était mauvaise. Les cartes n'étaient pas bloquées rapidement. Ce qui signifiait qu'au cours d'une seule journée, des centaines de cartes pouvaient être utilisées. Et Gérald a exploité cela jusqu'au bout. L'argent s'est mis à couler. Les sacs se sont remplis, les valises se sont remplies. La chambre d'hôtel a commencé peu à peu à se remplir de liquide.
À un moment, la pile de billets a presque dépassé 1 mètre de haut. Les détectives au Canada observaient tout, messages, emails, conversations. Mais il y avait un problème. Les plafonds de retrait étaient bas. Autrement dit, le système fonctionnait, mais pour Gerald, ce n'était pas assez rapide. Et c'est là qu'il est intervenu une nouvelle fois, avec une nouvelle idée. Il a donné à Ballum une 50aine de cartes et lui a dit « Va au Kenya, essaie à Nairobi ». La logique était simple, des plafonds plus élevés, plus d'argent, plus vite. Mais c'est là qu'est arrivée l'erreur critique, la confiance. Gerald ne connaissait pas vraiment la personne à qui il avait affaire. Ballum est monté dans l'avion et a disparu, avec les cartes. Il n'est jamais revenu. L'équipe était toujours au Caire, mais désormais, il y avait une faille. Les jours ont passé, aucune nouvelle. Gerald a fini par accepter la réalité et l'a annoncé au patron. Résultat, le patron est devenu fou. Parce que ce n'était pas seulement une perte, c'était une faute de discipline. Et dans ce monde, cela n'est pas toléré. Gerald et Angela ont été de fait retenus en otage, en plein Caire. Pour la première fois, le contrôle échappait à Gerald. Mais malgré cela, il a encore trouvé une solution. Il a calmé le patron, sans doute en renonçant à sa propre part. Et finalement, ils ont été relâchés. Ils sont rentrés au Canada. Mais cet épisode a eu une conséquence, une dette. Gerald n'était plus seulement libre, il était désormais lié. Et ce lien lui causerait des problèmes plus tard. Décembre 2006, Gerald était à Vancouver. Mais ce retour n'était pas un retour pour se reposer, parce qu'il n'avait plus d'argent liquide sur lui. Et pour Gerald, c'était inacceptable. Immédiatement, un nouveau plan, une nouvelle banque, une nouvelle reconnaissance. Mais cette fois, il y avait une chose qu'il ne savait pas. Il n'était plus seul. On le surveillait, et cette fois, de très près. Gerald travaillait déjà sur sa nouvelle cible. Encore une fois la même méthode. Une nouvelle banque, une agence qui n'avait pas encore ouvert, une reconnaissance détaillée. Pendant des jours, il l'a étudié, a préparé son plan. Mais cette fois, une seule différence. Il était surveillé. Les détectives connaissaient désormais presque chacun de ses pas. Les signaux téléphoniques, les conversations, les déplacements. Les pièces commençaient à s'assembler. Et c'est à ce moment-là qu'une erreur s'est produite. Aéroport de Montréal. Les hommes du patron sont arrivés. Les détectives ont vu une opportunité. Ils ont été arrêtés. Mais ils n'ont pas parlé. Ils n'ont rien dit et ils ont été relâchés. Ce mouvement a provoqué un effet en chaîne. Le patron a commencé à se méfier et a appelé Gerald. Au même moment, Gerald était à l'intérieur sur son nouveau coup de banque, dans un conduit de ventilation en train d'observer en bas. Tout était silencieux. Le téléphone a sonné. Hello? Danny, my guys got arrested in the airport. I need you to find out why. Arrested? Yeah, they got arrested at the airport. Fuck. What a bitch of a problem. Danny, just write it down. Get a pen and paper. Okay, well, I'm in some air conditioner duct right now, watching something, so I can't write anything down. That's why I'm whispering. What are you watching? I'm inside of an air conditioning duct, inside of a thing that's being built. Remember I told you there's something being built? Yeah. I'm inside of an air conditioning duct, looking down in this room, and that's why I'm whispering. Alright, how quick can you get out of there, please? Because I need you to get on this as well. I have to wait till the security guard here leaves. Gerald a essayé de rattraper la situation, mais sans s'en rendre compte, il a commis sa plus grande erreur. Au cours de la conversation, il a décrit l'endroit où il se trouvait. Le conduit de ventilation, le chantier, l'observation de l'intérieur. Les détectives ont pris ces informations, les ont recoupées, et l'endroit a été localisé. À partir de là, attendre n'avait plus aucun sens. L'ordre est tombé. Opération. 23 janvier 2007, le matin, Vancouver. Des perquisitions simultanées, des équipes du SWAT. Les portes ont été défoncées. Ils sont entrés dans la maison où se trouvait Gerald. En même temps, les personnes liées à lui ont aussi été arrêtées. Au total, plus de 10 personnes. Et cette fois, Gerald ne s'est pas enfui. Peut-être pour la première fois, parce que cette fois, la situation était différente. La fouille de la maison a commencé, et ce qui a été découvert n'avait rien d'ordinaire. Une véritable archive. Plus de 60 000 documents, de fausses identités, des passeports, de l'argent liquide, des appareils de clonage de cartes, du matériel d'écoute, et plus encore. Une pièce secrète a été découverte, derrière un mur. Tout était organisé, classé. Des outils, des identités, des documents, comme un laboratoire.
Mais l'élément le plus crucial, les vidéos. Des centaines d'enregistrements, des images filmées par Gérald lui-même. Autrement dit, tout ce qu'il avait fait était archivé par lui. À ce stade, il n'y avait plus d'échappatoire. 41 chefs d'accusation, et Gérald le savait. C'est pourquoi il a choisi une autre voie, une proposition. Je vous raconte tout, je vous montre les méthodes, je rends l'argent, et je remets l'étoile de Sissi. À cet instant, l'équilibre a changé, parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'une affaire judiciaire, c'était une opportunité, un trésor disparu, et Gérald en était la clé. Le processus d'aveu a commencé. Cela a duré des jours, puis des semaines. Il a tout raconté. Comment il était entré, comment il était sorti, quel système il avait contourné et de quelle manière. Les détectives ont commencé à comprendre des affaires restées irrésolues pendant des années. Et puis, le moment le plus crucial, l'étoile de Sissi. Lieu, le sous-sol de sa grand-mère. La police s'y est rendue, a fouillé et l'a trouvée. La vraie. La pièce disparue depuis des années. Elle était revenue. À partir de cet instant, tout a changé. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Le processus d'aveu de Gérald n'était pas une simple déposition, c'était presque une leçon. Il ne s'est pas contenté de dire « ce que j'ai fait », il a expliqué comment je l'ai fait. Chaque détail, chaque faille, chaque méthode. À mesure que les policiers l'écoutaient, ils étaient sous le choc, parce que des affaires restées irrésolues pendant des années prenaient soudain tout leur sens. Ce que Gérald racontait était si détaillé que cela s'est transformé en matériel de formation. Autrement dit, de manière ironique, les méthodes du crime ont servi à empêcher le crime. Comme un magicien, il a révélé tous ses tours. Et finalement, le jour du procès est arrivé. 7 novembre 2007, Manitoba. Le verdict a été prononcé. Gérald Daniel Blanchard a reconnu 16 chefs d'accusation. Dans des conditions normales, la peine aurait été énorme, environ 168 ans. Mais grâce à l'accord conclu, tout a changé. Résultat, 8 ans. Oui, seulement 8 ans. Il y avait plusieurs raisons à cela. Il n'avait jamais recouru à la violence, il avait tout raconté en détail, il avait rendu une grande partie de l'argent volé et surtout, l'étoile de Sissi avait été retrouvée. Au tribunal, son avocat a fait une déclaration. Il a affirmé que Gérald voulait laisser cette vie derrière lui, que des années de mensonges prenaient fin. Autrement dit, en apparence, tout était terminé. Mais en réalité, pas tout à fait. Parce que certaines pièces manquaient encore. Le patron n'a jamais été retrouvé. L'homme qui s'était enfui à Nairobi n'a jamais été capturé. Autrement dit, certaines parties de cette histoire sont restées dans l'ombre. Gérald a commencé à purger sa peine, et de manière surprenante une fois encore, il ne l'a pas purgée en entier. Il a bénéficié d'une remise de peine pour bonne conduite, et au bout d'environ 5 ans, il a été libéré. Une fois dehors, il a essayé une autre vie. Il a travaillé comme consultant en sécurité. Autrement dit, l'homme qui savait comment tromper le système essayait désormais de protéger le système. Puis il s'est tourné vers d'autres domaines. La photographie, les animaux exotiques. Vu de l'extérieur, il semblait avoir changé. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas non plus là. Un nouveau nom, Rick White, un magasin. Et un fait très simple, il s'est fait attraper en essayant de voler une PlayStation. Ce n'était pas un grand crime, mais cela disait énormément de choses. Parce que la vérité était la suivante. Certaines personnes ne changent pas. Et Gérald faisait partie de celles-là. Depuis ce premier jour où il avait volé du lait, jusqu'au braquage à plusieurs millions, puis aux opérations internationales, cette histoire a montré une seule chose. Cet homme n'a jamais vraiment agi pour l'argent. Lui, ce qu'il aimait, c'était le jeu, le risque, le plan, le contrôle. Et peut-être que la question la plus importante était celle-ci. Comment a-t-il pu ne pas être arrêté pendant autant d'années? Et plus important encore, a-t-il vraiment voulu échapper à la police ou était-il simplement toujours un coup d'avance? Quoi qu'il en soit, l'histoire de Gérald Blanchard est restée comme l'une des histoires les plus étranges, les plus hors normes et les plus cinématographiques du monde du crime. C'est tout pour cette semaine. Si l'histoire t'a plu, tu peux aimer la vidéo et t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. À la prochaine vidéo.